Bonjour à tous, merci au comité d'organisation de nous avoir laissé une grande place dans cette matinée pour parler de la clinique des Oliviers, parler plus généralement des SSR et puis encore plus particulièrement de l'ETP comme prévention de l'obésité. Donc on vient à 3, on aurait pu venir à une vingtaine, mais je vous ai amené 2 professionnels qui vont essayer de rendre actif ma présentation et vous allez devoir interagir avec nous d'ici 10 minutes, hein, préparez-vous. La structuration de l'intervention va se faire de cette manière-là. On va revenir un petit peu sur l'obésité, maladie complexe. Alors on a des diapos qui sont assez similaires à celles du professeur Avignon. Je vais passer un petit peu plus rapidement du coup sur celle-ci. On évoquera le modèle appliqué qui est un modèle pédagogique qui est inspiré des Suisses. Et puis on vous présentera quelques ateliers à décliner sur la clinique des Oliviers. En introduction, il faut, je crois, vous rappeler d'où on vient au niveau des Oliviers. C'est une structure qui existe depuis 1969, qui, dans ses premières années d'existence, véhiculait la restriction cognitive, avec des régimes qui ne dépassaient pas les 500 calories. Et si vous veniez le jeudi à la clinique, vous n'aviez droit qu'à du blanc d'œuf. On a un petit peu évolué depuis, et on essaye d'avoir une approche un petit peu plus globale. Alors un petit peu plus global, ça signifie accepter déjà que l'obésité est une maladie chronique, elle est reconnue comme telle par l'OMS depuis 1997, et une maladie complexe qui touche l'intégralité de la population, qui touche depuis quelques années maintenant plus d'humains que d'humains qui souffrent de malnutrition. Au niveau de la répartition, on est sur une situation pandémique, mais pour autant, on a quand même quelques pays qui font de la résistance. Par exemple, le Vietnam a un taux d'obésité de 1%. L'Égypte, elle est à 35%. Je vous avais dit qu'on reprenait à peu près les mêmes diaporamas. Depuis 2006, les sociologues sont penchés sur la balance énergétique et ont essayé de proposer une approche un petit peu plus différente, systémique, et ils ont réussi à identifier 150 déterminants qui jouent sur cette balance énergétique. Alors qu'est-ce qui va avoir une influence sur nos prises et nos sorties d'énergie? C'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Par exemple, la quantité de fast-food que vous allez croiser ce soir en rentrant à votre domicile va directement avoir une influence sur vos prises alimentaires. Inversement, sur vos lieux d'habitation, le nombre de propositions d'activité physique qui sera à côté de votre quartier va aussi avoir une influence sur votre pratique d'activité physique. Donc on est sur une vision beaucoup plus sociétale, avec une responsabilité beaucoup plus collective que celle qu'on a peut-être laissé paraître, avec des modèles paternalistes qui avaient tendance à laisser porter la responsabilité sur l'individu. Alors aujourd'hui, il faut obligatoirement individualiser nos offres éducatives et nos offres de soins, mais il faut essayer d'être sur cette vision systémique et complexe et environnementale, c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure, de l'individu. Agir au niveau de la prévention quand on est nécessaire, spécialisé dans la réadaptation nutritionnelle, ça veut dire ne pas forcément promouvoir des actions de prévention primaire. Il y a des choses qui sont faites au niveau national et sur des niveaux beaucoup plus locaux qui sont relativement efficaces, puisque la prévalence de l'obésité infantile tend à se stabiliser. Nous, on a fait le choix de proposer des actions éducatives et d'essayer de faire de la prévention secondaire et tertiaire, en essayant de stabiliser l'obésité et également de stabiliser les complications, puisque plus de la moitié des patients qui arrivent sur les Oliviers connaissent au moins une complication. L'idée des différents diapos, c'est aussi de vous présenter quelques activités, puisqu'on évoque un modèle pratique. Vous avez ici un outil qui est le cheval qu'on a mis à disposition de nos patients, avec des ateliers d'équithérapie qui ont un impact fort sur l'estime de soi, sur l'affirmation de soi, et en bénéfice secondaire, une relation à l'alimentation qui est complètement changée après 4 séances auprès de notre équithérapeute. Les outils à disposition sont de plusieurs ressorts. On a des outils d'ordre médicaux, avec des approches pharmaco qui tendent un petit peu à émerger. On a tout ce qui est de l'ordre de la consultation ou des rééducations en lien avec le psychique, le physique, le nutritionnel. Ça, c'est ce qu'on faisait aux Oliviers depuis la création de la structure. Depuis 10 ans, on voit l'émergence aussi des outils chirurgicaux qui sont redoutables d'efficacité en termes de perte de poids et donc en termes de prévention secondaire et tertiaire. Le choix qu'on a pu faire, nous, sur la clinique, c'est de miser sur une prise en charge qui est quasiment exclusivement basée sur l'éducation thérapeutique du patient. Cette éducation thérapeutique du patient, elle commence à montrer ses bénéfices. Je vais vous citer 2 études sur la prévention de l'obésité. Une étude qui est mise en place sur Genève avec un accompagnement trimestriel, donc des journées éducatives et motivationnelles à raison d'1 fois par trimestre, qui permettent d'être sur du 10% du poids initial, moins 10% du poids initial en 5 ans.
Je peux vous citer également l'établissement SSR Obésité du Château de Verne dans le Tarn, qui est assez précurseur en matière de prise en charge éducative, et qui est d'ailleurs le SSR Obésité qui a la plus grande file active au niveau national. Donc sur cette structure, 9 mois après un programme de 5 jours d'éducation, l'ensemble des patients avaient une pratique d'activité physique régulière, contre un quart avant le début du programme. Sur les oliviers, on souffre parfois de rigueur méthodologique sur l'analyse des documents, des statistiques. Donc je vais plutôt vous communiquer des tendances que des données très exhaustives. Sur 3 ans de suivi en hospice de jour, à raison de 6 hospices de jour par an, on obtient un résultat de moins 8% du poids initial. Alors si le TP, et particulièrement le TP en prévention de l'obésité, est efficace, on se rend compte que le TP au niveau des maladies chroniques a encore un petit peu de difficulté à se diffuser. En Occitanie, c'est 1,8 million de patients qui souffrent de maladies chroniques, à peu près 620 000 patients obèses, et c'est un petit peu moins de 35 000 bénéficiaires d'éducation thérapeutique sur l'année 2016. Quand on regarde le rôle que jouent les SSR au niveau de ces propositions éducatives, c'est un petit peu plus de 5 000 patients. Alors il y a certainement une erreur, il y a une erreur sur mon diapo puisque j'ai pris les chiffres 2017 sur les oliviers, mais je crois que la clinique a du coup joue sa part du travail en termes de propositions éducatives, puisque sur les chiffres de 2016, on était à 800 bénéficiaires, ce qui fait 15% des patients accueillis dans notre établissement. Cette ETP, il va falloir de toute manière que tout le monde s'y mette et tout le monde s'y habitue, puisqu'elle fait partie des priorités régionales. Dans le plan régional de santé 2018, elle est définie comme un des 5 objectifs opérationnels, avec même l'institution et la création d'une unité transversale d'éducation thérapeutique spéciale obésité, qui vont avoir pour vocation de promouvoir les programmes ETP et d'harmoniser les pratiques dans les programmes d'éducation thérapeutique. Quand on regarde la répartition géographique des offres éducatives, donc ça c'est une diapo qui nous a été prêtée par l'ARS, mise à jour par M. Moreau en mars 2018, vous vous rendez compte que l'offre éducative sur la grande région est relativement mal faite. Certains sont privilégiés, d'autres sont oubliés, et sur notre ex-région Languedoc-Roussillon, on voit qu'il y a une centration entre le bassin nîmois et le bassin montpellierin. Si vous ne situez pas Galargue, je vous ai mis une petite flèche pour que vous puissiez vous rendre compte. Pour continuer à le situer, si jamais vous allez vers Nîmes, vous verrez, on est juste après Lunel, un petit bâtiment perdu dans la colline. Jetez-y un coup d'œil et si vous y arrêtez, normalement il y aura toujours quelqu'un pour vous payer un petit café. On parle d'éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique, elle est à mi-chemin des sciences de la santé et des sciences de l'éducation. Je crois qu'elle doit davantage s'inspirer des sciences de l'éducation parce qu'apprendre, c'est de la pédagogie. Nous, on a fait le choix de s'inspirer d'un modèle qui vient de l'école de Genève. L'école de Genève, c'est une des grandes écoles d'éducation thérapeutique. On a 3 grandes écoles européennes d'éducation thérapeutique, l'école de Genève, l'école de Bruxelles et l'école de Paris. On a fait le choix d'aller chercher un modèle qui est complexe, mais qui va faire sens par rapport à l'intervention du professeur Avignon. Donc ce modèle, il va nous demander de monter des programmes d'éducation thérapeutique sur 5 dimensions. La dimension cognitive, qui est très souvent retrouvée dans l'ensemble des programmes éducatif, c'est celle que vous avez connue depuis vos formations scolaires, qui vise la transmission de connaissances. Donc l'ambition, c'est de faire en sorte que le patient sache davantage d'informations sur sa maladie, sur ses causes, ses traitements. Donc c'est une dimension qui est mobilisée de moins en moins dans nos structures. En parallèle de cette approche cognitive, on a essayé de développer des séances et de faire en sorte que dans chaque séance, on puisse faire appel à des offres qui vont mobiliser l'affectif. On évoquait l'importance des émotions et il faut que cette dimension émotionnelle, elle soit systématiquement retrouvée dans vos offres éducatives. Et puis quand on vise le retour aux sensations digestives, quand on vise le retour à l'écoute de ces sensations corporelles de manière générale, il est indispensable de mettre en place des ateliers qui vont permettre aux patients d'explorer et de se renouer avec ces sensations-là. Il est trop compliqué pour nos patients, juste à travers 2 injonctions, de leur demander d'écouter sa faim, d'écouter son rassasiement, si ces sensations-là sont abandonnées depuis parfois des décennies. Il y a 2 dimensions qui sont un petit peu plus complexes à entendre et du coup pour ma part à expliquer, c'est la dimension métacognitive et la dimension infracognitive. On part du principe qu'il faut absolument que le projet d'éducation ait du sens dans le projet de vie du patient. Ça sous-entend aussi d'explorer la place qu'occupe la maladie.
Chez nous, par exemple, on se rend compte que les objectifs et les attentes des patients qui viennent 3 semaines à la clinique ne sont absolument pas évoqués autour du mot obésité. Ils viennent pour 90% d'entre eux uniquement pour perdre du poids et, si possible, perdre un maximum de poids au cours de ces 3 semaines. On se rend compte avec des modèles éducatifs qu'il est très compliqué de faire changer des comportements si d'entrée de jeu la maladie n'est pas acceptée et si les changements opérés n'auront aucune efficace chez les patients. Et c'est vraiment ce qu'ils entendent, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sont relayés le fait que les régimes ne fonctionnent plus. Et de ce fait, déjà l'obésité n'est pas acceptée comme maladie et une proposition de correction de leur alimentation est systématiquement vue, avant même de l'amorcer, comme un futur échec. La dimension infra, qui va aller chercher les fonctionnements plutôt intimes, hein. Pas mal de nos patients fonctionnent sur la loi du tout ou rien. Là aussi, quand vos patients arrivent avec ce fonctionnement-là, il paraît difficile d'entrée de jeu d'essayer de les mobiliser sur des approches avec un petit peu plus de souplesse. On se rend compte aussi que la restriction est forte et ce qui va se jouer également, c'est la place qui va être laissée à l'erreur. Souvenez-vous, hein, quand vous rameniez à la maison des 17, des 18, puisque c'était à peu près tous vos notes, je pense, au niveau scolaire, vous deviez systématiquement démontrer pourquoi vous n'aviez pas 20 et pas comment vous aviez fait pour réussir à avoir au moins la moyenne. Donc cette dimension de l'échec, elle est énormément marquée chez nos patients. Il faut absolument qu'ils réussissent. Et la non-application de nos règles alimentaires est systématiquement renvoyée à la notion d'échec. Si vous leur préconisez, parce que c'est malheureusement ce qu'on a fait pendant des années, des quantités de féculents à 100 grammes, pour eux c'était inconcevable d'aller s'autoriser 105 grammes. Tout était conditionné par la balance. Et cette notion de place de l'erreur était très marquée. La déclinaison sur la clinique Les Oliviers. Donc je vous l'évoquais, on part de loin puisqu'il y a 30 ans en arrière, on était encore sur une approche très restrictive. La difficulté qu'on a pu et qu'on a encore, c'est qu'on a des patients qui sont venus il y a 30 ans, qui ont connu nos approches il y a une trentaine d'années. Ces patients, c'était des patients qui avaient une vingtaine d'années à l'époque, hein, qui étaient certainement sur leur première approche de tentative de perte de poids et qui ont été conditionnés par leur réussite à travers la balance mécanique, hein, celle qui vous donne un chiffre. Donc quand on les retrouve quelques années plus tard, ils sont un petit peu dans l'incompréhension. Nous, déjà, s'approprier ces modèles pédagogiques, ça a été compliqué. Ça a sous-entendu revoir tout notre fonctionnement scolaire. Ce qu'évoquait Antoine Avignon tout à l'heure est juste, hein, et même encore en tant que diététicien, on continue dans les cursus de nos futurs diplômés d'enseigner l'approche obésité uniquement avec une approche de bilan énergétique. Donc il a fallu travailler sur une harmonisation du point de vue, travailler sur une vision commune de l'obésité, travailler sur l'abandon de toutes les représentations que nous, soignants, nous avions autour de ces personnes-là, de ces personnalités-là. Ça nous a pris du temps, on a lancé l'aventure depuis 2009 et on pense qu'il y a encore une jolie marge de manœuvre devant nous. Avant de vous parler de la mise en pratique de ce modèle, il faut que je vous resitue encore un petit peu la clinique. C'est un établissement qui a 2 activités, l'activité soins de suite et l'activité de réadaptation en affection des systèmes digestifs, métaboliques et endocriniens. Donc c'est un petit peu barbare, on a tendance nous à simplifier ça en parlant de réadaptation nutritionnelle ou d'accompagnement éducatif et motivationnel des patients souffrant d'obésité et de diabète. On a depuis 2014 une autorisation de 3000 journées par an d'hospitalisation de jour, et c'est sur ces 2 autorisations-là qu'on a conçu un modèle d'accompagnement mensuel après un séjour de 3 semaines qui sert de socle commun d'apprentissage. Les populations accueillies dans les grandes lignes, ce sont des adultes qui ont entre 18 et 75 ans. On essaye vraiment de faire en sorte que les populations accueillies ne soient les plus jeunes possibles, dans le sens où on est forcément convaincu que d'essayer de changer des pratiques alimentaires à 75 ans, c'est pas forcément que faire du bien pour nos patients. Les populations qui sont accueillies sont essentiellement des patients souffrant d'obésité, quelques patients qui viennent sur la problématique majeure du diabète, mais la plupart du temps, ce sont des patients qui ont en pathologie associée le diabète. Quand on accueille des patients en situation de surpoids, ce sont bien souvent des patients qui sont diabétiques ou qui sont en reprise de poids, en échec de chirurgie de l'obésité. Depuis les 12 derniers mois, c'est 15 à 20% de nos patients qui sont dans cette situation-là. On a sur la clinique 2 programmes d'éducation thérapeutique autorisés par l'ARS, qui datent de 2011 et un beaucoup plus récemment de 2014 qui vise à favoriser la réussite de la chirurgie. En termes de file active, c'est 500 patients accueillis par an avec la problématique obésité, 300 patients accueillis en préparation de la chirurgie de l'obésité et 50 patients suivis sur le post-chirurgie bariatrique.
Pour rentrer un petit peu plus dans les détails, mais je ne vais pas vous présenter l'intégralité des ateliers, je vais vous donner les grandes lignes. On a essayé de séparer notre approche donc, par dimension et par axe de prise en charge. L'ambition, c'est forcément sur la dimension cognitive d'évoquer un socle commun de connaissances, mais plutôt une sémantique commune autour de l'obésité, autour des sensations alimentaires, autour de ce qu'on entendait par équilibre alimentaire, autour de ce qu'on entend par facteurs causaux, et notamment en termes de changement de comportement, et d'arriver à faire admettre que l'obésité est une pathologie pour laquelle le patient va devoir s'impliquer, et que pour autant, en changeant quelques petits comportements, il n'y a aucune raison qu'il n'y arrive pas. Sur l'activité physique, ce qu'il faut absolument évoquer, c'est le concept de bouger qui est souvent véhiculé, qui est accepté, qui est cité par nos patients plutôt comme un lien très fort avec l'activité sportive. Quand ils arrivent chez nous, ils arrivent pour autant avec 90% avec des plaintes fonctionnelles et une EVA à 5,5, avec des difficultés articulaires quasiment systématiquement retrouvées. Et malgré ce, les projets et les attentes qui sont formulés dès les premiers jours sont sur un retour à une pratique d'activité physique, avec les recommandations OMS qui sont de 300 minutes par semaine quand on veut vraiment que ça ait un impact au niveau du poids. Vous vous rendez compte qu'il est parfois compliqué d'arriver à faire admettre qu'avec des douleurs chroniques ou des douleurs articulaires, dans un premier temps, on va peut-être se positionner sur cette notion de posture et sur un reconditionnement à la pratique physique. Et je crois qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui un prof de sport qui a bien intégré tout ça, ce qui n'était pas forcément le cas de nos premières aventures avec les profs de sport qui avaient tendance à vouloir les préparer à Roland-Garros avant même de les mettre un petit peu en mouvement. Sur la partie psychosociale, on évoquait le fait de nommer les émotions et de nommer notamment les situations qui créent des difficultés émotionnelles. Dans les grandes lignes, ce qu'on retrouve le plus en termes de croyances, et les croyances alimentaires seront évoquées cet après-midi, c'est que pour la majorité de nos patients, bouger, ça veut dire pratiquer une activité sportive, avec vraiment la certitude pour eux que pour arriver à perdre quelques grammes, il faut aller chercher une activité qui va durer plus de 40 minutes, et si possible à jeun, comme ça au moins tout sera beaucoup plus efficace. En termes d'obésité, je vous l'ai dit, 90% des patients arrivent avec aucune citation autour du mot obésité. Ils viennent pour perdre du poids, ils viennent pour régler leurs problèmes en un mois. Et la dimension chronique et la dimension de maladie n'est absolument pas évoquée dans la majeure partie de nos patients. Il est important d'aller évoquer des ateliers qui vont permettre de travailler les dimensions perceptives et sensorielles. Donc on va le travailler à travers des ateliers du goût, à travers la prise de conscience des 5 sens au moment des plateaux repas servis dans l'établissement. On va également l'évoquer sur la partie activité physique, avec des réflexions autour du ressenti dans le bassin d'aquagym. On peut faire travailler ces éléments-là en termes de battement cardiaque, en termes d'écoute de son corps, en termes d'écoute de tout son système musculaire à la sortie d'une séance d'activité physique. On va également faire travailler le sensitif sur une évaluation de la perte de poids, une évaluation de la glycémie, avant même l'utilisation du lecteur ou de la balance. Logiquement, les patients doivent être en mesure d'avoir une idée de l'impact et de l'effet de leurs changements comportementaux sur ces éléments-là. Ça marche très bien sur le VA, on voit qu'aujourd'hui le VA est utilisé systématiquement pour évoquer la douleur. On pense qu'il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas aller chercher ces évaluations-là sur d'autres situations et peut-être un jour se passer complètement des lecteurs glycémiques et encore plus de la balance. Sur l'aspect psychosocial, je ne vais pas trop développer puisque mes collègues vont le développer dans un second temps. Donc il faut viser systématiquement un ressenti positif de l'activité physique, il faut qu'il y ait du plaisir à pratiquer une activité physique, il faut mesurer tous les bénéfices qui vont se jouer sur la pratique d'activité physique, d'activité ludique, et ne pas viser systématiquement une dépense énergétique. Sur la partie alimentaire, il faut absolument qu'on vise une alimentation beaucoup plus intuitive. La difficulté, c'est de les amener à se faire confiance en termes d'écoute de ces sensations-là. Il faut que leur choix alimentaire soit décidé par eux et pas par des régimes ou des propositions quelconques. Sur la partie médicale, ce qu'on vise, c'est vraiment cette dimension d'aider le patient à devenir sentinelle et faire en sorte qu'il soit son propre indicateur. On va tout à l'heure essayer de questionner sur cette dimension-là, puisque d'entrée de jeu, vous le savez, pour tous ceux qui accompagnent des patients souffrant d'obésité, le corps est absent, l'écoute des sensations corporelles est complètement absente. Il faut absolument viser cet élément-là sur vos offres éducatives. Donc notre job par rapport à ce qu'en dit Gaulet, c'est d'essayer de les marier, de les remarier avec ces sensations corporelles. Sur la dimension émotionnelle, psycho-affective, là aussi il faut chercher et viser qu'il y ait des émotions qui se jouent dans les séances et dans les activités. Ça serait inconcevable d'inventer des séances qui soient uniquement sur du transmissif.
Il faut qu'il y ait des séances, il faut que les émotions soient présentes, notamment dans votre manière de concevoir l'atelier. Il faut qu'il y ait de l'humour, il faut qu'il y ait du plaisir, il faut qu'il y ait de la dynamique de groupe. Ça fait forcément appel à des compétences peut-être différentes que celles que vous possédez. Je vous encourage à vous former. Il faut absolument que vos programmes d'éducation thérapeutique visent un développement personnel. Donc on a des postulats. Aujourd'hui, on va permettre l'apprentissage. Et puis si vous vous souvenez, si vous essayez de vous remémorer des situations d'apprentissage positives, je ne pense pas que ce soit forcément celles que vous êtes en train de vivre. Vous êtes positionné dans un amphithéâtre. Ça sera plutôt des situations où vous étiez en action, où il s'est joué de l'émotion. Donc il faut absolument que vos offres éducatives aillent dans ça. Et ce qui est clair aussi, c'est qu'on a tendance à reproduire systématiquement face à une situation problématique les mêmes stratégies. Sauf que si ces stratégies, elles vous ont mis en situation d'échec, il y a de très grandes chances que la remobilisation des mêmes stratégies face à la même problématique arrive de nouveau au même résultat. Donc il faut vraiment les aider à déterminer d'autres stratégies. Et ça sous-entend très souvent les accompagner et oser vivre avec eux ces stratégies-là, pas uniquement être dans la position de conseil. Ça sous-entend qu'il va falloir qu'on ose et que nous-mêmes on se lâche. Bien souvent, les limites qui sont fixées sur nos programmes, elles sont fixées par les soignants éducateurs. Nos patients, et vous seriez surpris si vous alliez au-delà de vos propres limites, nos patients sont capables d'aller bien au-delà de ce qu'on peut leur proposer. Donc la notion d'accompagnement est relativement importante en éducation thérapeutique. Je vous encourage à aller voir ce qu'en dit Laurent. Inversement, tout ce qui est sur du développement personnel, c'est vraiment ce qui est travaillé sur ce modèle en 5 dimensions. L'ambition de ce modèle-là, c'est d'aider le patient à devenir autrement le même. Je passe un petit peu la parole sur la théorie et après c'est à vous de jouer. Bonjour. Donc, je me présente à Veublanc. J'interviens comme sophrologue au sein de la clinique des Oliviers. Je pense que tout le monde entend. Dans le cadre donc, de la clinique des Oliviers, accompagnée avec l'équipe pluridisciplinaire. Je vous parlerai de sophrologie pendant des heures, mais malheureusement, je suis un peu écourtée sur le temps. Donc, je vais me centrer vraiment sur l'atelier de sophrologie. Donc là, l'étymologie de la sophrologie. Je vais passer plutôt sur l'atelier de sophrologie et ce que je propose, un atelier de sophrologie. Mes jolies bulles de couleurs, avec les problématiques que nous pouvons travailler en sophrologie. Il y a aussi la dimension de sommeil, que je n'ai pas mise là. Donc, nous travaillons confiance en soi, estime de soi. Nous allons travailler, bien sûr, sur le schéma corporel, sur l'image que nous avons de nous-mêmes, travailler donc sur ses ressentis, pouvoir, avec des techniques psychocorporelles, réaccorder son corps et son mental, c'est-à-dire reprendre possession des ressentis de notre corporalité et pouvoir travailler ainsi avec des exercices de relaxation dynamique pour bien ressentir notre corps, reprendre conscience de ce schéma corporel et de cette image que nous pouvons avoir de nous-mêmes. Nous allons travailler sur la gestion des émotions. Je pense que juste avant, vous avez eu déjà beaucoup d'informations, donc très important. Conscience de manger et bien sûr, avec tout ça, gestion du stress, car tout parcours entamé au sein de la clinique des Oliviers, quel qu'il soit, est génération quand même de stress pour les personnes qui viennent sur un objectif. Donc, je vais vous parler du contenu des séances. Nous avons plusieurs modules. Donc, un en hospitalisation complète sur 3 séances, un module de 4 journées en hospitalisation de jour, des groupes de 8 à 10 patients. Je travaille assis ou debout, car dans la vie quotidienne, on ne peut pas souvent dire à son patron « Attendez, je vais m'allonger pour me relâcher » ou pour retrouver un peu de calme. Donc la sophrologie est censée s'adapter à tous les moments de votre vie quotidienne et à l'extérieur, le plus souvent possible, quand le temps le permet, pour avoir
des sensations autres qu'un travail en salle. Dans le module, je vais travailler sur l'image de soi, l'image de son corps en passant par des ressentis, prendre conscience de son corps dans la réalité vécue. Donc souvent dans une prise de poids ou une perte de poids subite ou rapide, l'image que nous avons de nous ne coïncide pas avec notre réalité vécue. Donc pouvoir remettre en concordance les deux et se voir avec une objectivité sans jugement et pouvoir ainsi avancer sur ses ressentis, son corps, être soi. La prise de conscience des ressources que nous avons tous depuis le début de notre vie et que des fois nous oublions un peu de remobiliser. Donc prendre conscience des capacités qu'il nous faut pour développer nos objectifs, travailler sur ces valeurs profondes, travailler sur la prise de conscience du positif, puisqu'en sophrologie nous travaillons sur le positif, prise de conscience des expériences positives du passé qui peuvent nous servir à se mobiliser et mobiliser notre présent et mobiliser aussi et influer sur nos objectifs. Nous travaillons sur la gestion des émotions, donc avec des techniques simples, apprendre à voir comment notre corps réagit aux émotions qui nous traversent, arriver à ressentir l'émotion, à pouvoir la prévenir, la décoder, savoir ce qu'elle va nous apporter, et en les laissant passer, laissant notre corps les vivre, sans se laisser submerger par nos émotions, ou les enquister, mettre le couvercle par-dessus, et le jour où la cocotte minute explose, et là ça peut faire mal. Donc nous allons travailler aussi sur manger en conscience, conscience de l'aliment, avec nos 5 sens, donc sur l'aliment lui-même. Regardez aussi comment je mange, comment je me mets à table. Donc toujours dans le principe de réalité objective. Simplement observer notre comportement sans jugement, avec un regard bienveillant et pouvoir ainsi prendre le recul nécessaire pour voir les stratégies pouvant se mettre en place pour changer notre comportement vis-à-vis de l'alimentation et peut-être, comme cela, pouvoir progresser dans notre parcours au niveau de la prise alimentaire. Nous travaillons aussi, et c'est une séance que j'aime beaucoup faire, sur manger autrement. C'est qu'est-ce qui peut nous nourrir autrement que la nourriture. Se nourrir de beaucoup de choses, pouvoir s'emplir de souvenirs de plénitude. Je pense que vous avez tous des souvenirs super agréables, et pouvoir en séance laisser ces souvenirs de plénitude, de plaisir, arriver sur une sensation de vide, de creux, et pouvoir peut-être, avec un peu d'entraînement, se substituer à une compulsion alimentaire. Et au lieu de se jeter sur la tablette de chocolat, penser à sa respiration, pouvoir se poser et laisser passer l'instant. Et pouvoir comme ça regarder et se gérer au niveau de nos compulsions. En hospitalisation complète, nous partons sur les mêmes thèmes. Dans toutes les séances, j'inclus des techniques de gestion du stress. Comme je vous l'ai dit auparavant, le stress accompagne sous toutes ses formes le parcours des personnes qui viennent sur la clinique. Les thèmes de ces modules ont été travaillés en accord avec le psychologue, avec David, Romain et toute l'équipe pluridisciplinaire qui travaille sur les oliviers. Donc je travaille avec un groupe de 8 à 10 personnes, debout ou assis,
et si le temps le permet, à l'extérieur. Nous allons travailler principalement avec la respiration sur les séances. Je ne sais pas s'il me reste beaucoup de temps. Limite. Donc écoutez, je vais passer sur les séances elles-mêmes, sur la mise en place, sachant que nous travaillons avec la respiration, la relaxation dynamique et la visualisation. Toujours dans le positif, avec un regard bienveillant, sans jugement et surtout sans interprétation. Ça, c'est le rôle du psychologue dans l'atelier de parole. Donc, respirer en conscience. Alors là, je vous pose une petite colle. Est-ce que vous tous, vous savez comment vous respirez? Êtes-vous déjà posé la question? Avez-vous déjà observé votre respiration? Est-ce que je vous entraîne dans une petite expérience? Vous voulez bien jouer le jeu? Allez, j'ai jamais eu un aussi grand groupe en sophrologie. Franchement, pour moi, c'est une première. Alors, je vais vous inviter à laisser de côté vos stylos, tout ce qui vous sert à prendre des notes. De reposer tranquillement vos bras, confortablement sur vos genoux. Je sais que les sièges manquent un peu de fun, n'est-ce pas? De confort, mais je pense que vous pouvez y arriver. Et tout doucement, tranquillement, vous installer le plus confortablement possible. Et là, je vous invite simplement à laisser tomber les paupières. Juste, si vous le souhaitez, fermez vos yeux. Et vous concentrez sur votre respiration avec toute l'attention que vous pouvez y porter, comme si c'était l'attention sur votre meilleur ami. Et simplement commencez à ressentir tranquillement la température de l'air qui passe au bord de vos narines. Ressentir dans votre corps tout ce qui bouge lorsque vous inspirez, tout ce qui grandit en vous. Peut-être votre dos, votre poitrine bouge, peut-être d'autres parties de votre corps. Juste observez votre respiration. Elle est tout à fait naturelle. Elle est lente et tranquille. Et c'est un moment de repos, un moment où vous vous ressourcez au milieu de cette matinée. Et regardez à l'expiration ce qui se recentre dans votre corps. Essayez de percevoir toutes les parties de vous-même, de vous reconnecter à vous, à vos ressentis. Puis là, tout doucement, je vais vous inviter à souffler par la bouche, très longuement. Rappelez-vous, quand vous étiez enfant, peut-être, vous souffliez à travers une paille, dans un verre d'eau pour faire des bulles. Et là, nous allons souffler longuement par la bouche. Allez-y, je vous invite à souffler. Et inspirez par le nez profondément. Et je vous propose de respirer comme ça 3 ou 4 fois. Et à chaque fois que vous soufflez longuement, vous détendez vos épaules, vous détendez toutes les parties de votre corps et vous appréciez ce moment de calme, de tranquillité. Je vous laisse respirer encore 2 ou 3 fois, juste pour cette respiration en conscience. Une fois dans votre journée, respirez en conscience. Ça ne demande pas beaucoup de temps. Le matériel, vous l'avez dans votre poche. Et c'est encore gratuit. Et tranquillement, vous allez tout doucement rebouger vos pieds, reprendre une respiration ample, dynamique, et doucement, à votre rythme, ouvrir les yeux
et prendre quelques secondes pour constater, et si vous le souhaitez écrire, ces ressentis de ce petit moment que vous m'avez accordé. Et je vous en remercie. Et je suis à votre disposition pour questions à la fin, si vous voulez parler de la sophrologie, avec grand plaisir. Et je vous passe ainsi. Merci. Et je vous passe donc David. Bonjour. Donc je me présente David Azema, chorégraphe sur Montpellier, et donc intervenant à la clinique Les Oliviers à Galarno. J'aimerais commencer par le fait que la danse a le don de suspendre le temps, et elle permet l'expression de la force et la fragilité, propre à la vie, propre à l'être humain, propre à chacun. Donc la danse-thérapie, c'est une forme de pratique concrète du soin à travers le corps qui peut renforcer, compléter le travail psychologique grâce à des échanges à l'issue des ateliers. Une forme de pratique concrète du soin à travers le corps qui vient renforcer, compléter des soins au sein de la clinique. Différents objectifs dans la danse-thérapie. Il y a la confiance en soi, l'image de soi, la gestion des émotions, comment agencer son corps, donner des clés qui peuvent se resservir au quotidien, mais les différents modes de communication, d'expression. Je vais rajouter raviver les sourires. La danse est de manière générale un engagement, une expérience sensible et humaine. Lors des ateliers, l'idée est d'utiliser la richesse, la capacité, la force et la fragilité de chacun au service de l'expression corporelle, de l'écriture dansée. Laisser parler le corps au travers des différentes improvisations structurées, enrichir les déplacements dans l'espace, écouter les gestes qui viennent de l'extérieur, de l'intérieur, du plus profond de l'être, d'état, d'émotion, rebondir en fonction d'état, d'émotion, de sentiments. Un cadre artistique et thérapeutique où chacun peut cheminer à son rythme, danser est parfois une nécessité. Quelques retours des participants, assez symboliques, qui sont « Cela me décomplexe du poids », on se sent doucement plus à l'aise en public, au sein du groupe. Le sentiment et la sensation de légèreté, une énergie positive et collective, le partage du plaisir, être libre dans son corps, lâcher prise sans avoir peur du regard de l'autre. De l'amusement, beaucoup de bonheur, de bien-être. C'est intéressant de redécouvrir son corps. Heureux d'être ici, car quand je viens là, j'oublie tout. Vous nous apportez le soleil. Je suis sur une autre planète quand je viens danser. On se sent mieux, alors on continue. En amont de chaque séance danse-thérapie, et à l'issue de la séance, je recueille un mot-clé correspondant à un état, une couleur, un sentiment. Voilà. Et là aussi, il y a un grand bouleversement qui s'opère. Des gens arrivent perdus, ils repartent avec un sentiment de bonheur. Des gens arrivent dans le noir, dans le vide, et repartent avec un sentiment de légèreté à nouveau. Des patients arrivent fatigués, ils repartent avec de l'énergie. Des personnes arrivent bien et repartent remuées par le bouleversement, qui est aussi ce que peut venir réveiller la danse. Des gens arrivent dans le nuage et repartent apaisés, en confiance. Voilà, des gens arrivent essoufflés, repartent avec un sentiment de sérénité. Je parlais de cette danse qui a le don de suspendre le temps, puisque l'être en général est souvent happé par le passé, par le futur. La danse permet de suspendre le temps, mais elle permet également de travailler le rapport au temps. On va se servir de la fatigue, de la lenteur, on va se servir de peut-être l'envie d'aller vite, puisqu'on est pressé d'aller vite, on est pressé d'avancer, on est pressé peut-être de mincir. Voilà, on va se servir également du passé, explorer des événements difficiles vécus pendant l'enfance ou autres, et on va essayer dans l'instant d'en faire quelque chose. C'est un tableau mouvant qui prend forme, que l'on construit tous ensemble. Et c'est vraiment l'idée de rebondir en fonction de la proposition aussi. Les patients ont la possibilité d'apporter des musiques. Les musiques sont parfois variées. Il y a des musiques actuelles, des musiques lyriques. Voilà. Il y a différents univers.
Parfois l'espace est scénographié, donc l'espace de motricité est transformé avec des chaises placées de manière anarchique et décorées avec des tissus qui pourront se servir, un tissu qui va permettre de rajouter un sentiment parfois de légèreté, un tissu derrière lequel certains pourront se cacher, voilà, ou au contraire s'en servir pour explorer davantage l'espace. Et comme Ève vous l'a fait, vous l'a proposé, je vais me permettre là maintenant de vous proposer une forme dansée, empruntée un petit peu à la langue des signes. N'ayez crainte, on va rester assis, on ne va pas faire de saut ni de pirouette. Je vais vous proposer de poser les stylos, dans un premier temps de fermer les yeux, et puis de joindre vos mains en contact. Les mains sont en contact, sans trop de force, sans pression. On va commencer à se concentrer d'abord sur la respiration. Il est important pour minimiser l'effort aussi, pour être à l'écoute de la fatigue plus ou moins, de l'état du corps aujourd'hui, de mêler respiration et mouvement. Et on va tout doucement commencer à laisser les mains s'effleurer. Les mains vont s'effleurer. On peut accentuer l'appui. On peut être un peu plus enveloppant. Une main. On peut tout doucement commencer à effectuer quelques mouvements avec les doigts, les phalanges, telles des petites araignées qui sont en train de tisser quelque chose. Et en gardant les yeux fermés, je vous invite tout doucement à laisser à mobiliser le poignet. Peut-être aller jusqu'à mobiliser le coude également. Imaginons qu'il y a de l'ornementation qui vient tout autour de ce bras, autour des doigts. Et on va, dans ces mouvements répétitifs, ces mouvements, vos propres mouvements, commencer à mettre de la couleur différente, du contraste. Je vous invite à rajouter peut-être de la contraction, rajouter de la fluidité. Et puis peut-être que petit à petit, on peut commencer aussi à délier l'épaule. Jouer avec l'épaule, le coude, le poignet, le bout des doigts. On peut aller un peu plus loin encore dans le geste, on peut accentuer, agrandir le geste. Et puis on va commencer tout doucement à, toujours en gardant les yeux fermés, à garder ce quelque chose qu'on a trouvé dans les mains. Et puis dessiner des tout petits ronds avec la tête. Essayez de délier un petit peu la nuque, sans la casser, sans cassure. Puis on va, malgré le peu d'espace entre chacun, toujours en gardant les yeux fermés, toujours en gardant la mobilité de la nuque, toujours en gardant peut-être ces gestes dans les bras, dans les mains, commencer à peut-être effectuer des mouvements avec la colonne, de part et d'autre, aller vers des petites inclinaisons. Se servir des contraintes, espace, entre autres, du support, peut-être un peu dur de la chaise, pour en créer une possibilité. Une force, une puissance. Et je vous invite à accentuer peut-être ce mouvement de dos, d'épaule. Je suis le seul à regarder, vous pouvez y aller. Et puis en gardant cette mobilité des membres supérieurs, je vous invite tout doucement peut-être à dissocier le bassin, les hanches, peut-être commencer à décoller les talons, pourquoi pas. On va mobiliser les membres inférieurs, avec la sensation peut-être de feuillage qui vient vous enrober. Et puis petit à petit, on va laisser ce mouvement s'éteindre tranquillement, progressivement. En gardant les yeux fermés, on laisse la danse se retirer petit à petit.
en essayant de rester à l'écoute des sensations, pleinement présent, en étant à l'écoute de tout ce qui vit, tout ce qui circule à l'intérieur, ce qui peut être effervescent, agréable ou non. Puis on va tout doucement ouvrir les yeux. Et merci d'avoir joué le jeu. Pour terminer notre présentation, je vais faire deux diapos sur les conclusions et les perspectives. Donc déjà, rassurez-vous, les 3 personnes qui sont en premier plan ne sont pas restées coincées comme ça après l'atelier d'aquagym. Elles ont juste joué le jeu de la pose du photographe. Sur les effets, on est un petit peu embêté parce que je le disais, au niveau méthodologique, au niveau de la rigueur du traitement des statistiques, on est à des années-lumière des compétences de structure beaucoup plus importantes. Ce qu'on se rend compte, c'est que la notion d'accompagnement et d'accompagnement éducatif, elle doit s'inscrire dans la durée parce que finalement, quand on les perd de vue, quand il n'y a plus ces propositions éducatives et ces propositions motivationnelles, on est sur un retour aux anciennes habitudes, aux anciens comportements. Sur la notion d'alimentation équilibrée, on pourrait épiloguer sur le terme qui, moi, me plaît absolument pas, mais on n'a pas le temps de travailler là-dessus. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une adaptation de leur structure alimentaire à leurs vrais besoins, à leurs contraintes familiales, à leurs contraintes professionnelles, et ça, c'est important. L'idée n'est pas de leur imposer 3 repas par jour, mais plutôt d'adapter leur modalité alimentaire à leur vie. Au niveau des techniques alimentaires, il faut qu'on revoie un petit peu le recours qui peut parfois être conséquent en matière grasse et en sucre. On a l'héritage de nos recettes ancestrales à la Maïté. L'idée n'est absolument pas d'être et de prôner une alimentation light et une alimentation sans matière grasse et sans sucre, mais plutôt de potentialiser les quantités et de sentir l'onctuosité du gras et le plaisir qui peut être associé à une pâtisserie. Sur la relation à l'alimentation, là c'est très dépendant des venus des patients. On se rend compte qu'il y a vraiment au niveau de score SCOF des troubles et des conduites alimentaires chez la quasi-intégralité de nos patients à l'entrée des programmes. Et les résultats à 18 et 24 mois ne sont pas si bons que ça. Même quand on les suit régulièrement, il y a un shunt qui se fait entre la première et la deuxième année et des difficultés à gérer l'alimentation sur ce moment-là. Et il est clair que la dimension émotionnelle évoquée ce matin a une part à jouer là-dessus. Sur l'activité physique, par rapport au questionnaire qu'on utilise, on a un petit peu moins de recul. Ce qu'on sait, c'est par rapport aux pratiques antérieures, sur des scores, sur les questionnaires, on était sur 57% des patients inactifs en début de programme. À 2 mois et à 1 an, on a des résultats qui sont assez positifs en termes de changement de comportement. Là où nos programmes n'ont aucun impact, c'est sur la durée de la sédentarité. Sur les heures consacrées à la sédentarité, aujourd'hui c'est un élément qui n'est peut-être pas suffisamment évoqué dans nos programmes et sur lesquels on a encore du mal à jouer, notamment lié à la représentation initiale que pour bouger, il faut pratiquer une activité physique. Pour conclure, et puis ancrer dans vos mémoires tous les points forts de la clinique Les Oliviers. Donc on a un positionnement stratégique entre le Gard et l'Hérault. On est puis situé à mi-distance entre Nîmes et Montpellier, à peu près 20 minutes, sauf en période estivale où il faudra prendre un petit peu plus votre mal en patience. Au niveau du plateau technique, on a su le mettre en lien avec nos programmes d'éducation thérapeutique. Il sert aujourd'hui les offres éducatives avec le gymnase, le bassin thérapeutique, 5 salles d'éducation, 2 ateliers cuisine, un terrain de tennis et puis surtout l'élément qui est le plus mobilisé et le plus utilisé, c'est le boulodrome. Au niveau des programmes autorisés, ils commencent à être anciens. Qui dit ancien dit mature. Et je crois qu'on a la chance d'avoir par année à peu près 700 patients dans nos programmes. 700 patients, ça veut dire la possibilité et le devoir d'aller proposer une multitude d'ateliers adaptés. C'est 50 ateliers différents qui vont être proposés pendant les 3 semaines d'hospitalisation. Alors ça ne veut absolument pas dire qu'on contraint nos patients à aller aux 50 ateliers, ça veut dire qu'on a l'obligation d'être dans la diversité des ateliers pour correspondre le plus possible aux besoins individuels. Il faut sortir des problématiques emblématiques sur le bien manger, le bien bouger, mais si on veut arriver à toucher réellement les besoins plus fins et plus particuliers des patients, il faut être dans une multitude d'offres éducatives et ça c'est permis et je crois qu'on peut remercier la direction de l'établissement d'allouer une très grande partie à la réalisation de nos programmes d'éducation thérapeutique. En conclusion, notre richesse, c'est surtout l'interdisciplinarité. C'est 14 professions aux compétences spécifiques. On est une petite structure, il y a 50 salariés dans la clinique et sur les 50 salariés, il y a 14 compétences complètement particulières.
On est sur tous les intervenants qui interviennent en hospitalisation complète sur le secteur ARN sont formés à l'éducation thérapeutique, ça fait 20 soignants formés à l'ETP. Même si parfois la mobilisation et il y a des fortes incompréhensions entre nos patients ressources et nous, je crois qu'aujourd'hui tout le monde ils sont juste à côté, donc il faut que je fasse attention à ce que je dise. C'est encore plus, je crois qu'aujourd'hui tout le monde est conscient de l'importance de mobiliser ces personnes-là et de les mettre au contact de nos patients. Je crois qu'entre pairs, il se joue des choses monumentales et ils osent aller davantage que ce que nous on ose aller avec nos patients. Donc c'est une dizaine d'heures d'intervention des patients ressources et éducateurs dans la clinique. Des permanences aussi d'associations de patients et plus récemment la volonté de l'établissement d'ancrer un petit peu plus ses projets autour du diabète avec le docteur Jawad qui vient de partir à la retraite et que je remercie de nous avoir permis d'aller aussi loin en termes d'éducation thérapeutique, et le docteur Jourdan qui vient d'arriver sur les Oliviers et qui va avoir un impact fort sur le développement de la dimension diabète. Une dernière carte postale pour vous donner envie de venir aux Oliviers. Bon, alors ça dépend parce qu'elle égale un petit peu. Donc je ne vais pas reprendre le temps un petit peu contraint de tout ce que je vous ai évoqué. Je vous remercie et on fait une petite allusion à ce qui démarre demain. Merci. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir par rapport à vos séjours de préparation à la chirurgie, donc en cas de renoncement des patients ou en cas d'évaluation finale du séjour, donc sur le fait que la chirurgie serait inappropriée, soit par rapport à l'état médical du patient ou autre. Quel est le devenir de ces patients? Qu'est-ce que vous leur proposez ensuite? Est-ce que vous les reprenez? Est-ce que vous les mettez dans un autre circuit pour qu'il y ait une approche plus médicale? Alors, les offres, le programme éducatif est sur 5 jours. 5 jours intervient après la RCP décisionnelle et juste avant l'opération. Donc notre projet, il est uniquement sur l'éducation, sur la première partie post-opératoire, sur l'appropriation des sensations, la limitation des complications et surtout sur le protocole alimentaire. Donc on travaille avec les chirurgiens et il est vrai que notre prise en charge elle est uniquement sur ces 5 jours. Après on renvoie le patient auprès du chirurgien prescripteur et on n'a pas d'offres proposées par la suite et sur le devenir. Ce qu'on sait en termes de résultats, c'est que en termes de suivi, on est à 2 fois plus de suivi que sur les moyennes nationales à 1 an en termes d'adhésion au suivi médical. Et ce qu'on peut aussi vous dire, mais je n'ai pas donné une fois de plus parce qu'on est sur les tendances, c'est qu'il y a moins de recours aux urgences, il y a moins de recours et moins d'appels téléphoniques envers les chirurgiens et une capacité pour le patient d'arriver à voir ce qui est de l'ordre de la complication chirurgicale et ce qui est de l'ordre de gargouillis et de sensations un petit peu bizarroïdes initialement. Mais à distance, on n'accompagne pas les patients, on renvoie le suivi auprès du chirurgien adresseur. En amont de la chirurgie, quelques semaines avant la chirurgie. Très bien, mais on vous remercie beaucoup pour cette présentation du programme très intéressant. Excusez-moi, monsieur Avignon, je levais le doigt, mais on ne m'a pas vu. Donc, je tenais déjà à remercier la clinique des Oliviers et à vous inviter tous à travailler avec des patients éducateurs parce que c'est une valeur ajoutée. Donc, moi, je suis patiente éducatrice à la clinique des Oliviers qui m'a fait confiance il y a 4 ans. Donc, il y a plein de choses et c'est surtout reconnu par l'ARS et soutenu par l'ARS. Donc, avec Savoir Patient, monetp.fr, vous avez tous les programmes d'éducation thérapeutique. Donc, je vous invite à faire appel à des patients éducateurs qui sont formés. Voilà, je vous remercie.